Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley ce matin. Mosley, il y a quoi comme actualité pour ta rubrique? Il faut dire que l'actualité aujourd'hui tourne autour de deux principaux points, notamment le nouveau gouvernement, parce que ce n'est pas un remaniement, le nouveau gouvernement, mais également les dernières nominations à l'issue du Conseil des ministres qui s'est passé le 5 décembre dernier, présidé par le président de la République. Donc c'est l'essentiel de l'actualité pour le moment. Un nouveau gouvernement vraiment qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Oui, un nouveau gouvernement qui certainement fait couler beaucoup d'encre de salive, surtout du fait qu'on a quand même l'impression qu'on est dans un retour à une situation avant octobre 2018 où on avait un certain nombre de personnalités qui étaient au gouvernement et qui, à l'issue d'un certain nombre de situations, se sont retrouvées écartées de certains fauteuils ministériels. On parlerait par exemple de Noël Lambert-Mata, qui était ministre de l'Intérieur et qui, il y a 4 ou 5 mois, a été démis de ses fonctions pour être remplacé au moment où il s'est agi du jumelage du ministère de la Justice et de l'Intérieur, et on a confié son ministère évidemment du moins le ministère de l'Intérieur avait un ministre délégué, Arsène Nkori. Donc on a également le retour de Madame Carmen Dao au niveau du gouvernement. Donc c'est peut-être ce qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'encre de salive, mais à toutes fins études... Elle a beaucoup de fans, Madame Carmen Dao. Oui, effectivement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, parce qu'il faut déjà savoir que les conditions dans lesquelles il y a eu la nomination de ce nouveau gouvernement n'ont pas été déterminées clairement, quoique en matinée, on avait eu l'information que le Premier ministre avait été reçu par le président de la République, mais on n'a jamais su si c'était à ce moment-là qu'il a choisi de démissionner, étant donné que, évidemment, personne ne s'attendait à ce qu'il démissionne de suite. Donc, mais à toute fin d'utile, on a eu le nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement est composé de 31 personnes, donc 30 ministres plus 1. Notamment, on a 4 ministres d'État, 19 ministres et 7 ministres délégués. Une part belle quand même a été quand même accordée aux femmes. On reste à peu près dans les proportions de la parité étant voulu aujourd'hui au niveau des nominations au poste de responsabilité dans la République. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le chef d'État, en choisissant de nommer une nouvelle équipe gouvernementale avec la reconduction de Julien Toutoumbou Kaleben, c'était un moyen pour lui de s'inscrire dans une logique de finalement mettre la main sur des personnes qui soient capables aujourd'hui de faire valoir une expérience, de la compétence, de l'intégrité, de la loyauté. Il y a deux choses qui reviennent dans ce gouvernement. Il y a des gars qui sont sortis, qui sont revenus, et il y a le fait qu'on insiste sur le mot loyauté. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on insiste sur cette valeur qui est primordiale pour le bon fonctionnement d'un pays ou pour les meilleures relations entre les individus, surtout au niveau du pouvoir? Alors, tu as tout à fait raison, c'est que aujourd'hui, cette notion revient fortement, et on peut même y accoler la question de l'éthique. Parce qu'il faut rappeler qu'au Conseil des ministres qui s'est déroulé hier, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement qu'ils doivent s'inscrire dans l'action des valeurs de rupture, d'éthique, de loyauté, de responsabilité et d'efficacité. Donc ça sous-entend qu'aujourd'hui, on est dans une lancée qui veut que le chef de l'État ait autour de lui des personnes loyales. C'est vrai que ce n'est plus un secret de police, un secret à garder, un secret d'État. Tout le monde sait que ces derniers jours, depuis 3 semaines, nous vivons au rythme de l'opération Scorpion, une opération qui a pour ambition de combattre la corruption, les détournements de deniers publics et le blanchiment. Donc, cette opération, malheureusement, aujourd'hui, nous montre les travers d'une gouvernance qui n'a pas été tout à fait orthodoxe ou qui n'a pas répondu aux critères qui étaient celles de pouvoir servir la nation, servir le grand nombre et surtout être fidèle aux ambitions du chef de l'État par rapport à son programme de développement, sinon par rapport à son projet de société. Alors évidemment, on a pu constater que depuis pratiquement le 7 décembre, il y a eu... 7 novembre. Le 7 novembre, oui, merci. Le 7 novembre, il y a eu une vague
de sortie des arcanes du pouvoir. On a par exemple le directeur de cabinet du président de la République qui avait été démis de ses fonctions, Brisaku Jalianga, qui se retrouve aujourd'hui au niveau il est en garde à vue, je crois au B2 ou à la prison centrale, je ne sais pas exactement, mais toujours est-il qu'il est en garde à vue, donc il a été arrêté. On a un certain nombre de ministres, aujourd'hui nous en sommes à 4. Il vous souviendra que du temps de Mamba n'avait arrêté que deux ministres, notamment Etienne Dieudonné Ngoubou et M. Magloire Ngambia. Or là, nous sommes à 4. Nous avons évidemment M. Tony Ondomba qui a été arrêté. Si on parle d'anciens ministres, évidemment, M. Tony Ondomba qui a été arrêté. Nous avons Brisaku Jalianga parce qu'après sa sortie du palais, il est allé au gouvernement. Brisaku Jalianga, nous avons Noël Mbumba et récemment, notamment hier, on nous a annoncé l'arrestation ou l'interpellation de M. Roger Owonomba, qui était ministre de l'économie et des finances. Donc, dès cet instant, ça sous-entend qu'on est là dans une logique qui voudrait qu'on lise l'action politique qui se passe actuellement comme une manière pour le chef d'État de rappeler à ceux qu'il nomme à des postes de responsabilité, du moins ceux qu'il confirme à des postes de responsabilité, qu'ils sont là pour servir la nation, mais également pour faire montre de loyauté envers sa personne, du moins envers l'institution qu'il incarne. Donc l'institution du président de la République, peut-être pas Ali Bongo Ondimba, mais quand on est choisi par le président de la République, il faut être loyal, il faut être capable de pouvoir avoir une attitude ou d'avoir un comportement exemplaire, ne pas s'inscrire dans des logiques de détournement comme on est en train de le vivre actuellement. C'est dommageable parce qu'aujourd'hui, quand on regarde à un haut niveau de responsabilité, on se rend bien compte que c'est pratiquement, on va dire, devenu une institution, comme le rappelait le Premier ministre lors du Conseil interministériel. Il disait à ses ministres qu'aujourd'hui, la corruption est institutionnalisée. Il faut finalement qu'on la combatte. Et évidemment, si le Premier ministre le dit, c'est qu'il a reçu un mandat du chef de l'État de combattre ce fléau, de faire en sorte que les personnes qui sont nommées à des postes de responsabilité au niveau de la République aient un comportement exemplaire. Sauf que ces 2 dernières années, c'est pas ce qu'on a vécu, ou c'est l'année qui vient de s'écouler, notamment liée à la maladie du chef d'État. On a vu des écarts de comportement, on a vu des attitudes n'allant pas dans le sens de la loyauté, et vous savez que la loyauté est quelque chose de primordial en politique, parce qu'on ne marche qu'avec des gens en qui on a confiance. Si maintenant vous êtes avec des gens avec qui vous avez des appréhensions, ça veut dire que vous ne pouvez pas réellement implémenter votre politique. Et c'est ce qui, aujourd'hui, peut-être peut justifier l'absence d'une cohérence depuis pratiquement 2016 en termes d'exécution du projet de société du président de la République, qui a été élu sur la base de ce qu'il a été élu par les Gabonais pour assurer le développement. Donc, quand on voit que des gens qui avaient le devoir de pouvoir transformer le Gabon sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures, et qu'on n'enregistre que des échecs jusqu'aujourd'hui, comme on peut le lire dans le billet de Makaya de ce matin, où il parle de l'état ou de la situation de la route nationale, ou de la R1, on se rend bien compte que finalement, ce n'est plus réellement l'ambition de servir, l'ambition de pouvoir être capable d'apporter un soulagement aux populations qui gouvernaient, mais c'est beaucoup plus le besoin de satisfaire son appétit, donc des appétits individuels qui ont finalement été au cœur de la gestion de ceux qui ont dirigé le Gabon cette dernière année ou ces 2 dernières années. Et les dégâts sont là. Chacun peut le constater. Et je crois que c'est tout à fait normal que le président de la République exige aujourd'hui le retour des personnes qui ont fait preuve de loyauté et qui sont exemptes de tout reproche. Parce que Mata, il n'a jamais plongé dans... Son nom n'a jamais apparu nulle part dans quelque chose de louche. Exactement. On n'a jamais entendu. Et pourtant, ce n'est pas l'occasion qui aurait pu manquer. On se souviendra qu'il a passé près de 25 ans en tant que secrétaire général du ministère de l'Intérieur, à des moments quand même assez importants, chauds de la vie politique de notre pays. Il n'a jamais fait l'objet de griefs aussi bien du camp de la majorité ou de l'opposition, dans le poste qu'il occupait, mais plus encore, il a été nommé ministre de l'Intérieur. On n'a pas lu dans la presse ou encore on n'a pas entendu
des personnes montées au créneau pour dire qu'ils exerçaient un certain type d'attitude allant dans le sens de pouvoir plus ou moins empêcher X ou Y de vaquer librement à ses occupations ou de s'illustrer dans des comportements déviants. Donc, dès cet instant, certainement que c'est ce comportement, c'est cette façon d'être qui a favorisé son retour au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on a véritablement besoin des personnes qui maîtrisent ce qu'ils font, ou qui ont la mainmise, ou qui ont la connaissance du domaine du moins du poste qu'ils occupent, ou qui arrivent à réaliser la valeur du poste qu'ils occupent, parce que il faut dire que le jumelage du ministère de l'Intérieur avec celui de la Justice a vite fait passer le ministre délégué de l'époque comme un directeur du protocole du DCPR lorsqu'on a vu les tournées. Donc, à ce moment-là, est-ce que le retour de Mata à ce poste-là, M. Mata à ce poste-là, a nourri les ambitions de pouvoir faire en sorte que ce ministère régalien devienne une entité autonome comme ça a toujours été le cas, et que le ministre de l'Intérieur imprime la marque de la rigueur, de l'exemplarité, la marque de la loyauté, finalement, puisse être en mesure de pouvoir faire en sorte que l'équipe, le ministère qui dirige, soit, qui est d'ailleurs le ministère qui est en charge, on va dire, la gestion du vivre ensemble, donc qui s'occupe des libertés publiques. Donc, dès cet instant, occuper cette fonction, certainement, ça va avec l'attitude de la personne. Après ce remaniement du gouvernement, beaucoup les réseaux sociaux se sont enflammés sur la qualité des jeunes à ne pas être sérieux. Parce que les jeunes ont demandé au président Ali Bongo en 2016 qu'ils avaient besoin de leur place pour participer à la construction du Gabon. Une pléiade de jeunes installés. Et voici le résultat. Et les réseaux sociaux se sont enflammés pour dire que la jeunesse a échoué. Est-ce que tu partages cet avis? Je partage l'avis de ceux qui, évidemment, se retrouvent du moins on va dire, sont amenés à s'interroger sur, ou a été amenés à s'interroger sur quel sera désormais le devenir du septennat de la jeunesse. Mais je pense que après avoir donné sa parole en public, officiellement, qu'il consacrait le septennat qui va de 2016 à 2023 à la jeunesse, le chef de l'État ne pouvait pas s'inscrire hors de ce champ. C'est vrai qu'on peut être déçu, on peut avoir mal de constater que des gens ou des jeunes en qui on avait confiance finissent par vous trahir, mais quand on est un père de famille, on se rend toujours, on arrive quand même à croire qu'il y a d'autres jeunes, il y a d'autres enfants qui sont en mesure de pouvoir porter haut vos idéaux, qui sont en mesure de pouvoir supporter vos ambitions et faire en sorte que ces ambitions-là puissent être matérialisées pour le bien-être des Gabonais. Et je crois que c'était de bonne guerre que la jeunesse, quand on fait la lecture de tous ceux qu'on a arrêtés, de tous ceux qui sont englués dans cette opération Scorpion et qui sont accusés de corruption, de malversation financière, de détournement des deniers publics et de blanchiment, eh bien, quand on regarde, en majorité, ils sont jeunes. Je crois que le plus âgé n'atteint pas autour de 45 ans. Il n'y a pas de cinquantenaire là-dedans. Donc, dès cet instant, il y avait quand même une raison pour que les gens se posent la question. Mais de l'autre côté, je crois qu'il n'y avait pas réellement d'inquiétude à avoir, parce que le chef de l'État est comme un père de famille, comme je le disais tout à l'heure, et il sait qu'il a fait des choix, et ces choix-là n'ont peut-être pas été probants au regard du forfait, qui a été celui des personnes telles que Patricia Tanaza, 85 milliards de détournés à la GOC seront les chiffres officiels. Mais il sait aussi que derrière, il y a une pléthore de jeunes, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ou des simples citoyens, ou encore des personnes qui travaillent au niveau de la société civile. Il y a des gens capables de pouvoir porter haut et fort son ambition, qui est celui du développement du Gabon. Et je crois qu'il nous l'a démontré encore et encore hier, lorsqu'il s'est agi du Conseil des ministres. On vient, et c'est là ça fait le pont avec ce qui aujourd'hui occupe la toile, notamment la nomination de M. Noureddine Bongo Valentin au poste de coordinateur général des affaires présidentielles. Et c'est aussi une façon pour dire, la jeunesse, vous avez péché, je vous donne une seconde chance. Parce que M. Bongo Valentin, il n'est pas quarantenaire. Je crois que s'il est très âgé, il doit tourner autour de 32, 33.
au plus 34 ans, si je ne m'abuse. Mais ce qui est sûr, sa nomination à un poste aussi prestigieux, c'est une manière pour le chef de l'État de dire à la jeunesse, je vous ai dit que vous êtes pleinement prise en compte dans le septennat actuel et je maintiens ma position. Maintenant, il revient à la jeunesse qui a été nommée par le chef de l'État, en laquelle le chef de l'État a fait confiance, de pouvoir convaincre. Parce qu'aujourd'hui, on a certains challenges qui vont s'enclencher avec ces nominations-là. Il vous souviendra qu'aujourd'hui, le cabinet du président est composé d'un coordonnateur des affaires présidentielles, donc M. Noureddine Bongo Ondimba. On a un cabinet. Dans le cabinet, nous avons également un jeune qui est également a été nommé récemment en qualité de directeur de cabinet adjoint. Nous avons également un porte-parole qui est également jeune. Donc, tout ça, ce sont des marques de confiance que le chef de l'État donne ou des gages de confiance que le chef de l'État donne à la jeunesse pour leur dire oui, peut-être au gouvernement, j'ai retiré de côté sale. Voilà, j'ai retiré des personnes qui auraient pu incarner ce que vous représentez, mais au niveau de mon cabinet, je gagne la main sur le fait que je vous ai promis que vous êtes la jeunesse et ce septennat vous appartient et je nomme telle ou telle personne pour supporter ces fonctions-là. Et dès cet instant, ça nous amène à édifier quand même l'opinion parce qu'il faut que les gens comprennent quand on essaie de parcourir aujourd'hui la presse, on lit ça et là, on a bombardé le fils quand je dis, on a fait parachuter le fils au niveau de ce poste-là pour pouvoir préparer l'ordre successoral ou encore on est en train de préparer 2023 pour que le fils ait la possibilité de pouvoir apprendre aux côtés de son père et lui succéder après parce qu'on a même des gens qui sont inscrits désormais dans la Trinité qui voudraient que le grand-père a été, le père est et peut-être le petit-fils sera en 2023 ou en 2030. Donc, c'est cette logique-là qu'il faut quand même faire comprendre aux gens que ce poste n'a pas été, contrairement peut-être à ce qu'on veut faire croire aux gens, c'est pas un poste qui date d'hier, c'est un poste qui date de 2003, notamment qui a été institué par le décret numéro 0002206/PR du 10 mars 2003, et un poste qui avait déjà été évidemment occupé par quelqu'un de très important dans la vie politique gabonaise, Jean-Pierre Lumumba Lepandou. Lorsqu'il s'est agi de son retour, il vous souviendra qu'après 90, il avait été ministre de l'économie et des finances. Et à la suite, on lui a confié le poste de coordonnateur des affaires présidentielles avant qu'il ne fasse défection pour aller soutenir M. Jean Ping à l'élection présidentielle de 2016. Donc, c'est autant de situations que les gens, c'est une chose que les gens doivent retenir. Certes, ça paraît nouveau. C'est pas le président Ali Bongo qui a inventé le poste? Non, ça c'est quand je parle de 2003, on parle évidemment de Sou El Hadj Omar Bongo. Et à l'époque, c'était Jean-François Doutoumemane qui était Premier ministre et M. Paul Ntungui était ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation. Donc, ce sont eux qui ont eu la signature sur le décret qui a institué ce poste-là à la présidence de la République. Mais après, c'est vrai qu'on peut nous poser des questions. Est-ce que cette fonction ne va pas faire ombrage à un poste aussi qui est éminent au niveau de la présidence de la République, notamment celui de vice-président? Quoique, aujourd'hui, nous n'en avons pas. Quoique, au premier mandat, il n'y en avait pas. Mais toujours est-il que c'est un poste qui a existé. Si on est en 2003. À l'époque de Lumumba Lepandou, qui était coordonnateur des affaires présidentielles, il y avait Divoung Dijob qui était vice-président. Évidemment. Il n'y a jamais eu d'atome crochu ou des interférences. Exactement. Donc, ça sous-entend que même si on nomme M. Noureddine Bongo Valentin au poste de coordonnateur général des affaires présidentielles, il est toujours de notoriété que le chef de l'État peut nommer le vice-président. Et le vice-président, je le rappelle encore, est un poste constitutionnel. Et le poste de coordonnateur des affaires présidentielles, lui également, a été pris par décret par le président de la République de l'époque, donc Omar Bongo Ondimba. Dès cet instant, ça ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, après, la confiance qui a été donnée à ces personnes-là pour s'occuper des affaires de l'État, parce que c'est quand même un poste prestigieux, ça sous-entend qu'on va avoir la connaissance d'un certain nombre de dossiers qui concernent l'État, on va avoir la connaissance d'un certain nombre d'informations, on va avoir la possibilité, évidemment, de s'inscrire dans une logique qui ferait qu'on soit amené à faire des propositions concrètes au chef de l'État pour le développement. Maintenant, il nous reste qu'à
espérer que M. Noureddine Bongo Valentin sera à la hauteur des attentes de celui qu'il a nommé, donc le président de la République, mais également des populations de façon générale, même si on nous dit que la première mission qu'il a, c'est d'assister le chef d'État dans la prise de décision, dans la gestion d'un certain nombre de dossiers qu'il veut bien lui confier. Donc, ce n'est pas une exclusivité. Il ne va pas être consulté pour tout, ou bien il ne va pas être engagé dans tout. Il va avoir à gérer un certain nombre de dossiers que le chef d'État voudra bien lui confier. Et là, ça revient également à la notion que tu faisais intervenir tout à l'heure, la loyauté. Après avoir eu confiance à des personnes étrangères à sa famille, certainement que le chef d'État n'a pas trouvé mieux à l'extérieur que son fils pour pouvoir répondre aux critères de loyauté. Donc on espère tout simplement qu'il sera à la hauteur des attentes placées en lui. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.